Il est 8h20, nous retrouvons notre invité, Emmanuel Todd, historien, anthropologue. Vous avez publié Où en sommes-nous? Vous avez donc un travail d'anthropologue et d'historien, mais peut-être l'autre aspect de votre personnalité, Emmanuel Todd, le commentateur politique, par rapport notamment à ce que vient de dire Frédéric Seyss, votre point de vue sur Oui, la période. j'aimerais réagir parce que l'une des choses qui m'inquiète actuellement, on est dans une situation qui est quand même culturellement très polarisée entre un monde populaire en révolte, qui combat le dos au mur en fait pour des questions de niveau de vie, et au-delà du gouvernement Macron, des classes supérieures, notamment parisiennes, qui sont très arc-boutées dans une incompréhension. Et l'une des choses qui me frappe actuellement, c'est la tendance du système d'interprétation à maximiser les problèmes, à dire qu'on est déjà en crise institutionnelle, qu'il faut dissoudre, qu'il faut démissionner, quelque chose qui de mon point de vue, rentre un peu dans la stratégie de violence et de chaos du gouvernement. Moi, je considère que Macron est à l'offensive dans une stratégie du chaos. Pourquoi? Expliquez-nous. Je vais vous dire, parce qu'en fait, il y aurait une mesure très simple à prendre. Tout le monde dit que c'est dépassé, mais ça ne l'est pas. C'est la suspension de ces taxes. C'est-à-dire que la priorité d'un gouvernement républicain responsable dans cette ambiance de chaos qui est en train de s'installer, et sans réfléchir du tout à la suite, il sera toujours temps, ça serait de faire le geste d'abolir ces taxes. Ça serait un geste de paix civile. Et on peut dire, à contrario, que si Emmanuel Macron n'abolit pas ces taxes, immédiatement, c'est qu'il est en recherche de guerre civile. Et donc, qu'on est confronté à une situation où on devrait constater qu'on a un président irresponsable moralement et civiquement. Frédéric Seyss. Une double question à vous, Emmanuel Todd. Hier, on a vu beaucoup de représentants des Gilets jaunes dire s'il avait aboli cette hausse des taxes il y a 15 jours, ça aurait à la rigueur suffi. Maintenant, on est entré dans quelque chose de différent qui touche aussi à la crise de la représentation, au pouvoir d'achat en général. Deuxième question, je vous ai entendu émettre une phrase qui était très, très forte hier soir quand François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, disait qu'il entendait des appels à démission d'Emmanuel Macron. Vous lui avez dit attention, ces appels à démission dans l'histoire, ça nourrit plus souvent, disiez-vous, des coups d'État, c'est votre expression, que des renouveaux démocratiques. Oui, on était le 2 décembre d'ailleurs hier, quand j'ai dit ça. Un coup d'État du 2 décembre, achèvement de la révolution de 48. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui est de fait très fragile, très fragmentée culturellement maintenant, par l'évolution éducative, par le chômage, etc., très fragmenté politiquement, dont le système de représentation politique ne fonctionne plus. Et il ne fonctionne plus, je dirais, pas parce que les procédures électorales ne sont pas respectées, mais parce que l'agrégation des intérêts ne se fait plus. En fait, Emmanuel Macron, il faut dire la vérité, a été élu un peu par hasard ou par défaut, avec cette idée que le Front National était très dangereux, mais il ne représentait que 24% des gens au départ. Et si, dans une société aussi fragmentée, aussi désorganisée, on se lance dans des processus électoraux de dissolution, on obtiendra simplement au stade actuel encore plus de désordre et avec en vérité, et ma préoccupation, je suis complètement sérieux, c'est un coup d'État. Le 3 octobre, j'ai fait à Sciences Po une conférence, je veux dire, on était bien avant ces événements, devant des jeunes souverainistes dynamiques, et où j'avais fait une fin de conférence de science-fiction, où je parlais de l'impasse où les politiques européistes, l'euro, l'incapacité de réformer quoi que ce soit, amenaient Emmanuel Macron. Et j'avais commencé sur le mode de la semi-plaisanterie à dire, écoutez, il a fait l'union de la gauche et de la droite, mais comme la gauche et la droite faisaient la même politique, ça donne exactement la même chose, il est devant une impasse, on ne va plus pouvoir mettre en place une comédie de la gauche et de la droite, etc. Et je dis, en fait, peut-être que le macronisme en tant que chose populaire est mort, mais Macron n'est pas forcément mort, simplement maintenant, la seule issue pour lui, c'est un coup d'État. Et ensuite, je réfléchis, mais c'était complètement spéculatif et avant ces événements. C'est pour ça que je recommande à tout le monde la plus extrême prudence et en particulier d'éviter les polarisations. Donc, les représentants des Gilets jaunes, je suis de tout cœur avec les Gilets jaunes. J'ai dit qu'ils m'avaient rendu hier soir ma fierté d'être français. Donc, on ne peut pas mettre ce que je dis en doute, mais on ne peut pas non plus
prendre chaque représentant des Gilets jaunes comme incarnant une légitimité politique particulière. Ce dont la France a besoin maintenant, c'est de paix. Et les gens qui m'intéressent actuellement, je vais vous dire en termes de prise de responsabilité, moi je pense que le président Macron a une personnalité en fait inquiétante de rigidité. Et quand j'ai vu que vous aviez invité un pédopsychiatre ce matin, je me suis demandé... C'était sur la fessée, Emmanuel. Voilà, c'était sur la fessée, mais moi je m'étais demandé si c'était pour parler du cas Emmanuel Macron. Non, c'est une plaisanterie, bien entendu. Mais les gens qui m'intéressent actuellement et qui ne semblent pas avoir compris la nature humaine du groupe dirigeant, c'est les députés de La République En Marche. Je veux dire, on sent chez eux des hésitations que vous avez mentionnées. Ce sont très souvent des gens humains et raisonnables. Et actuellement, il ne faut pas sombrer dans le révolutionnisme qui mène à des coups d'État. Il faut appeler chacun à la responsabilité. Et moi, mon rêve personnel, ça serait que le groupe des députés de La République En Marche impose l'abolition de ces taxes, l'impose au président. Et ça serait une revitalisation de la démocratie. Justement, Emmanuel Todd, si éventuellement Emmanuel Macron vous appelait aujourd'hui pour savoir ce qu'il devait faire en dehors de l'abolition de ces taxes, donc là, on a compris que pour vous, c'était nécessaire. Au-delà de ça, quand vous considérez que ce qui est en cause, ce sont des politiques européistes, qu'est-ce que vous préconiseriez à moyen terme comme politique pour la France ? Non, honnêtement, de toute façon, je ne crois pas... Je ne crois pas Emmanuel Macron capable de comprendre intellectuellement ce qui se passe. Je l'ai vu en Argentine. Ça n'est pas a priori quelqu'un de limité intellectuellement. Si, pour moi, c'est quelqu'un de très limité intellectuellement, dont la formation intellectuelle est antérieure à la crise de 2008. Je l'ai même entendu l'autre jour parler... Vous voulez peut-être dire qu'il est idéologue, mais... Non. Je pense, c'est un problème cognitif. Je pense que c'est un type qui n'a pas qui a un rapport tout à fait particulier à la réalité, un rapport partiel à la réalité, et qui mériterait l'intérêt des psychologues. Je l'ai entendu parler, par exemple, en Argentine l'autre jour, de la mondialisation. Même quand il parlait de la mondialisation comme phénomène inéluctable, il est en retard sur les débats anglo-américains sur la mondialisation. Vous voulez dire par rapport à la mondialisation versus protectionnisme? Mais en vérité, ce qui se passe dans le monde, c'est un retour de tout le monde au protectionnisme, et Macron n'a rien compris, peut-être parce qu'il n'est pas le seul, hein. Les élites socialistes ne lisent pas, c'est tout ça. Mais justement, vous avez un micro, qu'est-ce que vous lui proposez? Je l'ai dit, et j'ai eu l'occasion de le dire hier soir dans cette émission. L'une des choses qui est vraiment frappante c'est la France qui s'agite là. On voit la culture française avec des masses qui sont toujours sur les valeurs libérales et égalitaires, des cadres supérieurs crispés plutôt sur les valeurs aristocratiques d'Ancien Régime. C'est bien la France qui est en agitation. Mais les acteurs, et ça vaut pour les Gilets jaunes, ne semblent pas conscients du fait que l'autonomie du système politique français n'existe plus depuis qu'on est dans la zone euro. Macron n'a aucun pouvoir à cause de l'euro. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Le fait de dire qu'il n'a aucun pouvoir et... il n'a le pouvoir que, je dirais, que de contracter les dépenses, que de croire encore à ces momeries que sont la flexibilisation du marché du travail. Et les Français ne s'en rendent pas compte, et les sondages d'opinion que j'ai également cités hier soir montrent, il n'y a même pas 30% des Français qui veulent sortir de l'euro. Les gens ne comprennent pas les questions monétaires. Les gens ne comprennent pas, les gilets jaunes ne comprennent pas que tant que la France est encastrée dans la zone euro, tant qu'elle ne pratique pas un minimum de protectionnisme comme commence à le faire l'Amérique, on ne pourra pas faire remonter le niveau de vie. Donc c'est une question générale de compréhension pour toute la société, en fait. Ça va bien au-delà du problème d'Emmanuel Macron. Les économistes de l'INSEE sont en retard aussi, vous voyez. Vous voudriez une sorte de Brexit pour la France, Emmanuel Todd? Non, je voudrais... là, vous faites comme si j'étais maître du monde. Moi, je suis non, vous n'êtes pas maître du monde, mais retraité qui travaille sur l'évolution des mœurs. On vous propose je dirais que de nous expliquer ce que vous considérez comme étant valable. Je suis frappé par le contraste, et je le dis à la fin dans le post-script de mon dernier bouquin, justement. Où en sommes-nous, publié aux éditions du Seuil? Je compare l'évolution des populismes aux États-Unis, en Angleterre, en Angleterre à l'ancienne, pour moi c'est Royaume-Uni, et en France. Et les gens mettent tout dans le même panier, mais la vérité du populisme aux États-Unis,
c'est qu'il est au pouvoir. Trump a gagné. Mais ça veut dire qu'une partie des élites américaines, quoi qu'on dise, dont Trump, je sais que la notion de Trump comme représentant des élites est un peu difficile à avaler. Du point de vue du capital social, voilà. non. Et en fait, la majorité des éduqués supérieurs blancs, pas forcément des meilleurs colleges, ont voté pour Trump. Donc, il y a déjà eu une sorte, aux États-Unis, malgré le côté schizophrène de la politique, la haine du New York Times et du Washington Post pour Trump, il y a déjà un certain type d'accommodement entre les milieux populaires qui souffrent et les élites. Mais alors justement, le c'est ça Brexit, qui est paradoxal. c'est la même chose. Les Anglais votent le Brexit. Votent le Brexit. Le Brexit est appliqué. On va voir dans quel... ça se passe pas très bien de ce côté-là entre l'Angleterre et l'Europe. Mais le parti conservateur anglais prend en charge le vote populaire, en fait. C'est pas comme en France en 2005, quand les gouvernements, les responsables politiques se sont assis sur les résultats du référendum. Ce qui est caractéristique de la France, c'est un niveau de polarisation maximale, un refus des élites, entre guillemets, des classes supérieures, parisiennes notamment, de négocier avec la population. Ce dont on a besoin... Qu'est-ce que vous avez contre Paris? Ça fait plusieurs fois que vous dites du mal des Parisiens, alors que vous êtes aussi parisien que nous dans ce studio. Mais j'irai plus loin, je suis un enfant de l'establishment, je vis avec autour de moi des masses de macronistes, je les connais très bien. Mais parce que c'est pas, je pense pas que les élites lyonnaises ou marseillaises soient... Je n'ai rien contre Paris, et pire que ça, je suis natif de Saint-Germain-en-Laye. C'est vous dire, je ne suis pas parisien. Je ne suis dans pas les un Yvelines, il faut voilà. préciser. Oui, mais c'est la banlieue bourgeoise. Mais quand je parle de Paris, c'est pas pour moi c'est la plus belle ville du monde. Il y a aucun problème. Et que j'adore. Mais c'est un truc qu'on constate dans les études sociologiques. On constate un phénomène de fermeture mentale des élites de la région parisienne. C'est-à-dire que c'est ça l'anthropologie. L'anthropologie, c'est aussi l'étude de territoire. Et les groupes, et c'est d'ailleurs ce qu'on constate, c'est la percée de Guy Luy. En fait, Guy Luy, il a parlé Christophe de France... Guy Luy, Christophe Guy Luy, géographe. il a identifié ce phénomène de la France périphérique, qu'on voit bien aujourd'hui dans les rues. C'est un grand succès intellectuel, d'une certaine façon. Mais Guy Luy, il a réussi à compacter, à mettre ensemble la notion de catégorie sociale et de territoire. Et donc, une fois qu'on a identifié la France périphérique, on est forcé de définir un territoire de la France centrale, et les élites parisiennes... C'est un grand succès intellectuel pour Guy Luy, si on considère que... Oui, mais je ne suis pas d'accord avec lui surtout. Des gilets jaunes, il y en a aujourd'hui partout, sur tout le territoire, pas seulement dans... Oui, mais les classes qui soutiennent, je veux dire, sont les classes périphériques. Mais il faut... Vous voyez, par exemple... Mais là, on n'a pas attendu Guy Luy pour avoir des classes sociales. Je ne suis pas... Emmanuel Todd, quand même. Je ne vais pas commencer à défendre Guy Luy, surtout. J'ai beaucoup de désaccords avec lui. Moi, je ne veux pas l'attaquer. Ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est de bien comprendre le rapport qui existe entre catégories sociales, qu'on définit d'après les nomenclatures de l'INSEE, et insertion dans l'espace. Parce qu'elles sont dans l'espace. Donc, par exemple, je vais vous dire, quand on parle, je me souviens, l'un des thèmes de l'époque macroniste, là, quand on croyait encore que Macron existait, c'était la France ouverte et la France fermée. Et donc, nous disons la France fermée, c'est la France qui est encastrée dans des territoires qu'on imaginait quelque part perdus dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans l'Aisne. Et puis, on avait une France ouverte qui voyait sur les jalons. Mais ça, c'est pas vrai. La vérité des gens qui gouvernent la France, des grosses concentrations de cadres supérieurs, elles sont sur des tout petits territoires. L'un de ces territoires, c'est Paris. Il y a le cœur de quelques autres grandes villes. Ce sont le plus souvent des gens qui maîtrisent très mal l'anglais, en fait, qui se racontent qu'ils sont universels, mais qui bafouillent en anglais et qui n'auraient jamais plaisir à lire un roman en anglais. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas personnel, vous voyez. Frédéric Seyss, sur les trois espaces que vous évoquez, Paris, la France et l'Europe, comment expliquez-vous que dans certains pays, je pense à l'Italie avec le mouvement 5 étoiles, la question de la défiance vis-à-vis de l'Union européenne soit au cœur du programme, et que finalement, cette hostilité à l'Europe ou cet euroscepticisme n'est pas du tout imprégné, comme vous le disiez, le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez très raison. D'ailleurs, dans le cas de l'Italie, c'est même une hostilité à l'Allemagne qui est montrée, puisque les Italiens voient clairement le système européen. Quand les gens parlent d'Europe en France, ils rêvent. En fait, ils parlent du pouvoir allemand. Alors, il y a l'une des explications, on peut la voir, c'est que le niveau de souffrance économique de la société italienne
est supérieur, ou était jusqu'à très récemment supérieur à celui de la société française. Le système politique a explosé depuis beaucoup plus longtemps. L'une des questions qu'on pourrait se poser maintenant en termes de destruction industrielle et de baisse du niveau de vie, c'est est-ce que la France est en train de se rapprocher de l'Italie? Mais au-delà de ça, moi je reste un chercheur, donc je me suis procuré tous les sondages, sortis des urnes, du Brexit, de l'élection de Trump, du vote pour l'AfD en Allemagne, des populistes d'extrême droite suédois et des partis populistes italiens de droite et plus de gauche ou de centre, 5 étoiles, on ne sait pas trop. Il y a une immense variété et l'une des particularités du populisme italien, c'est qu'il semble être sociologiquement assez indifférencié. C'est autre chose. C'est l'une des réalités que vous dit l'anthropologie aussi, et c'est pour ça que l'Europe ne marche pas et que l'euro ne marchera jamais, c'est que toutes ces nations européennes sont très différentes. Donc vous avez le phénomène général du populisme, avec ces phénomènes de stratification éducative, qui sont d'ailleurs partout dites d'intensité variable, mais chaque pays est probablement actuellement, sous le stress de la mondialisation, en train plutôt de se ressourcer dans sa culture nationale. En fait, peut-être que la France est en train de redevenir la France avec les Gilets jaunes. Peut-être que l'Allemagne est en train, malheureusement, de redevenir l'Allemagne avec la décomposition de son système politique. Oui. On pense à des périodes où la France était en colère, très en colère. Oui. Mai 68, est-ce qu'il y a un lien possible entre l'épisode de mai 68 et celui que nous traverserions, même si les classes en colère, a priori, ne sont pas les mêmes? Oui, tout à fait. C'est le style. C'est une question de style. Mai 68, c'était... un mouvement qui là était parti plutôt des mouvements étudiants, qui s'était étendu au monde ouvrier et où la France avait simultanément montré sa capacité, je dirais, à s'insurger contre ses dirigeants, contre un ordre, pour un basculement d'un certain type qui a été perçu, qui était simultanément sociétal et économique. Mais justement, du point de vue des racines économiques du mouvement, c'est-à-dire fin des 30 glorieuses. Mais on était... comme au moment d'ailleurs on était dans une phase d'ascension économique, éducative et d'optimisme. Et là, on a la même chose. Et du point de vue éducatif, justement, puisque vous revenez beaucoup dans Où en sommes-nous, sur les causes éducatives du Trumpisme. C'est un raccourci. Oui. Pour la France, qu'est-ce que vous diriez? Expliquez-nous en quoi le Trumpisme peut avoir des causes éducatives. C'est-à-dire que si vous regardez la stratification du vote en termes de niveau d'éducation... C'est-à-dire comment votent les diplômés, les très diplômés, les pas diplômés. High school degree, qui ont terminé le lycée, ou les gens qui ont fait l'université, et puis même en allant plus finement au niveau de quel niveau d'université, vous voyez que c'est les meilleurs déterminants du vote à l'intérieur de la population blanche. Pour les minorités, ça sera encore autre chose. Et de plus en plus, les sondeurs d'opinion constatent que le meilleur prédictif du vote, ça va être le niveau atteint sur le plan éducatif. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être dogmatique. Il faut bien voir que comme l'atteinte d'un certain niveau éducatif détermine beaucoup vos chances d'insertion dans la structure économique, quelque part, l'éducation et l'appartenance à telle ou telle catégorie socio-économique sont rarement très éloignées. Il y a des intellectuels prolétaroïdes. Oui. Enfin, moi, je pense en termes de grande masse. Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait si peu. Je suis pas sûr qu'il y en ait si peu que ça. Mais Frédéric Sage. La question du débouché politique que va avoir ce mouvement des Gilets jaunes. On a entendu beaucoup de ces responsables dire à présent, il faut entrer dans un processus politique et pourquoi pas se présenter à des élections. L'un d'entre eux disait, on veut une marée d'élus jaunes. Il pensait peut-être aux élections européennes qui arrivent dans 6 mois. À votre avis, est-ce que c'est une bonne solution? Écoutez, je ne sais pas si ça va se passer. Ça ne me gêne pas du tout. Mais je dirais que c'est le même problème qu'avec la France insoumise, et c'est le même problème qu'avec le Rassemblement national maintenant. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous n'avez pas dans votre programme la sortie de l'euro... on y revient. Non, on y revient parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir
que le président de la République française, que l'Assemblée nationale n'ont pas de pouvoir d'action économique. Donc n'importe quel programme, n'importe quel type de désignation, si vous avez des gens qui arrivent non préparés... Dit, Emmanuel Todd, mais oui. alors, et pourtant il a des pouvoirs à la baisse au moins. Il a des pouvoirs donc de... écoutez, là on est en train de dire quel est le pouvoir réel du président Macron, la suppression de l'ISF, dans ce contexte, la suppression de l'ISF. Attendez, je vais aller plus loin. Dans ce contexte de perte de la souveraineté monétaire, il a le pouvoir de faire exploser la société française. C'est ça le pouvoir du président Macron. La façon, expliquez-moi pour les historiens c'est du futur, l'Europe qui a dicté la suppression de l'ISF. Je veux dire parce que dans ce contexte, il est pris dans des. Alors oui, ça, il aurait pu ne pas le faire. C'est peut-être parce qu'il a été financé par des gens qui ne voulaient plus payer l'ISF. C'est peut-être ça l'élément relativement aussi parce qu'il considérait que c'était une bonne mesure. Mais les réformes du code du travail, les problèmes de compression budgétaire, est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans un monde, une société dont le mot d'ordre est la compression de tout. Compression des dépenses hospitalières, fermeture de maternité, chômage, baisse des salaires, baisse des revenus. C'est ça la gestion européenne. À partir du moment où vous êtes dans l'Europe... Y compris en Allemagne ? L'Allemagne est le pays vainqueur. C'est-à-dire l'Allemagne, je parlais tout à coup du retour des nations dans ce contexte européen. C'est-à-dire que on enferme diverses nations dont les potentiels économiques et anthropologiques sont différents dans une même monnaie, l'euro. Et bien évidemment, vous allez avoir un affrontement maximal, non pas du tout entre les gens de la zone euro et les pays moins développés, mais entre les gens de la zone euro. Et donc l'Allemagne, elle a fait, je veux dire, la vérité de la zone euro, c'est que les hommes politiques français sont d'une naïveté absolument incroyable. Ils sont bêtes ou ils font semblant, enfin je ne sais pas. Ils parlent de l'euro et de la zone euro et de l'Europe comme un truc qui protège. Mais à cause de l'impossibilité de dévaluer, la zone euro, les gens ne s'en rendent pas compte, est devenue une zone de guerre commerciale maximale. Mais alors, où la France pourquoi c'est est en train de perdre son industrie. Pourquoi c'est l'Allemagne qui en sortirait vainqueur? Parce qu'il faut accepter de voir la réalité des choses, parce qu'il faut respecter l'Allemagne, voir ses qualités autant que ses défauts. Je sais que j'ai la réputation d'être un germanophobe. Moi, je considère au contraire que je suis plutôt un germanophile, parce que je reconnais les capacités économiques et éducatives exceptionnelles de l'Allemagne. La tradition allemande, on en a parlé tout à l'heure, c'est la famille souche. Elle n'est plus là, mais ses valeurs d'autorité et d'inégalité, ça produit une société qui est capable... La famille souche est une famille aristocratique, je le rappelle. Autoritaire, inégalitaire, héritier unique, mais c'est une famille qui produit une acceptation de la hiérarchie et de la discipline. Et c'est ce genre de tradition qui a permis à l'Allemagne d'obtenir un blocage des salaires avec l'assentiment des populations sur 10 ans. C'est ce genre, c'est la tradition d'intégration de l'individu à la collectivité qui permet aux entreprises allemandes d'être à la fois en compétition entre elles, mais de jouer ensemble contre le monde extérieur. L'Allemagne a un sentiment national, quasi ethnique, à l'intérieur de la zone européenne, alors que les Français sont admirables, ils pensent en termes d'homme universel, ils pensent que tout le monde est pareil, s'ils veulent une bagnole allemande, ils achètent une bagnole allemande parce que c'est plus chic, etc. Là où les Français, particulièrement les élites, seront dans une sorte de rêve universaliste, nous ne sommes plus rien, nous ne sommes plus français, nous sommes des hommes en l'air, et la France ne se descend pas. Mais tout ça, pour moi, c'est l'action... Et vous voyez, c'est l'action des variables anthropologiques qui sont là. Expliquez-nous, Emmanuel Todd, puisque vous disiez que les élites françaises ne lisaient pas, qu'elles étaient incapables de se décentrer de l'euro. Non, je parlais des politiques, là. Je parlais des politiques. On a des universitaires quand même encore. Hein. Mais lorsque vous voyez Donald Trump, qui n'a probablement pas lu Emmanuel Todd, mais qui se révèle protectionniste, qui finalement applique une partie des recettes que vous préconisez effectivement depuis quelques années. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce conciliable avec ce substrat libéral anglo-saxon? Mais je veux dire, il faut... Alors d'abord, si vous voulez, les problèmes économiques sont des choses... Pour la question du protectionnisme, lui, il n'a pas de question monétaire, hein, Trump. Le dollar, il a sa monnaie. Mais la question du protectionnisme n'est pas intellectuellement très compliquée. Il faut au contraire faire un énorme effort d'aveuglement pour ne pas voir que l'ouverture des frontières incontrôlée crée une pression sur les salaires, crée une insuffisance de la demande. Et Trump a peut-être été protégé
de l'absurdité des économistes de Harvard qui se sont fait des nœuds dans le cerveau. Mais je parle même à des types censés être contestataires comme Stiglitz ou Krugman, qui pour moi sont de véritables chochottes intellectuelles. Et peut-être simplement, si vous voulez, je veux dire, on voit peut-être, oui, c'est ce que Trump a en commun avec les gilets jaunes. Si vous voyez les types des gilets jaunes, j'en voyais hier à la télé, je voyais des mecs qui n'ont pas des formations supérieures, mais qui sont visiblement extrêmement intelligents, qui voient les choses clairement. Donc ça n'est pas si compliqué que ça, vous voyez. Frédéric Seyss. Vous nous parlez comme si le protectionnisme était une idée qui était complètement bannie de l'ensemble de la classe politique française. Pourtant, quand on regarde les programmes de 2017, le mot protectionnisme figurait dans celui de Marine Le Pen, figurait dans celui de Jean-Luc Mélenchon, avec évidemment des nuances. Et Laurent Wauquiez, qui a été porté à la tête des Républicains depuis, parle lui aussi de protectionnisme. Alors, est-ce que finalement, cette idée n'est pas beaucoup plus en vogue que ce que vous voulez bien dire ? Cette idée, elle progresse. Mais justement, là, vous me parlez des candidats qui ont été battus. Et qui ont fait quand même 40% des voix. Et bien sûr, et certainement, je veux dire, l'avenir de la société française, ça va être le protectionnisme ou l'implosion, disparition. Et les choses, il faut rester optimiste, au fond. Voilà, on va essayer de finir sur une note optimiste. On peut espérer que les cadres supérieurs et les universitaires absurdes qui soutiennent Macron dans un aveuglement national absolu finiront par être maîtrisés. Mais je dirais qu'au stade actuel, quand même très conjoncturellement, on est dans un moment que les gens décrivent comme insurrectionnel, ce qui me paraît tout à fait exagéré parce que les gens ne sont pas avec des fusils en train de se tirer dessus dans les rues, mais il y a une certaine urgence à apaiser le climat social. Et je pense que ce qui serait bien au stade actuel, ça serait que tous les partis, tous les représentants des partis, quels qu'ils soient, admettent que le gouvernement a un comportement un peu bizarre, que les gens de la France insoumise, les Républicains, les gens de la République en marche raisonnable et les gens du Rassemblement national se parlent, mais pas du tout dans une optique de révolution ou de subversion, mais dans une optique de protection des institutions démocratiques. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le risque majeur pour la France, ça n'est pas la révolution maintenant, c'est plutôt le coup d'État. Emmanuel Todd, vous restez avec nous. Et d'ailleurs, je rappelle le titre de votre ouvrage, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine aux éditions du Seuil.